Mesdames et messieurs, merci de la fidélité à la voix des sans-voix et bienvenue dans la dernière partie de l'édition du soir de ce mercredi. Hassan Gueye, bonsoir. Bonsoir, Moustapha. La rubrique Vue du net, de quoi va-t-on parler? De la démolition de la maison de Maître Moussa Bokar Thiam et Sissa aux Almadies. L'avocat ancien membre du Parti Socialiste a décidé de porter plainte contre Mamadou Mamour Diallo et Ibrahima Boubacar Keïta, le président malien. Il accuse donc le chef de l'État et ses alliés d'être derrière cette démolition. Et comme tous les jours, c'est très commenté sur l'Internet et les réseaux sociaux. Notre invité en attendant, c'est Dr Cheikh Oumar Diagne. Cheikh Oumar, bonsoir. Bonsoir, Moustapha. Et merci d'être avec nous sur ce plateau de l'édition du soir. Le collectif Sammou Djikoyi, dont vous êtes membre, a été en conférence de presse ce mercredi. Nous l'avons d'ailleurs suivi dans le journal de Ramatoulaye Ba. On en reparlera, mais en attendant, parlons de cette autre polémique autour de l'histoire générale du Sénégal. L'objectif, c'était de réécrire l'histoire du Sénégal, réconcilier les Sénégalais avec leur histoire. Vous dites qu'il faut peut-être interdire ce livre parce que ça crée plus de problèmes que ça n'en règle. Effectivement, Moustapha, merci beaucoup pour cette invitation. Donc je disais que l'histoire générale du Sénégal va créer beaucoup plus d'histoire qu'elle ne raconte l'histoire en réalité. En fait, dès l'origine du projet de rédaction, c'était Souad. Donc le projet n'avait pas réellement fédéré toutes les parties prenantes pour une rédaction qui soit à la hauteur en réalité. Donc on a préféré faire un focus sur ceux qui sont sortis de l'école française, en l'occurrence les universitaires et ceux qui sont diplômés en tout cas. Depuis longtemps, on a stigmatisé ceux qui n'avaient pas de diplôme par rapport à l'enseignement académique normal. Ils sont perçus comme des gens qui ne savent rien. Donc les arabisants et ceux qui ne sont pas diplômés sont toujours perçus comme des gens qui ne savent absolument rien. Donc l'histoire générale du Sénégal, depuis ses origines, a privilégié une frange de la population sénégalaise qui connaît une histoire qu'on peut approximativement dater du XVIIe siècle, en fait du XVIIe siècle à nos jours, parce que c'est la présence française en réalité qui a un peu, je vais dire, motivé par des brèches, quelques brèves de l'histoire à leur façon à eux. Que c'est par rapport à la perception des Français qui ont écrit l'histoire du Sénégal. Et ce sont ces gens formés par ces établissements qui sont actuellement dans ces commissions-là. Donc cette polémique, ces histoires que ça a finalement créé, ça ne vous surprend pas? Absolument pas. Je dis que nous avons des manuscrits au Sénégal qui datent du XIe siècle. L'Empire du Mali, et bien avant l'Empire du Mali, le peuple sénégambien a très tôt eu des lettrés. Des universitaires qui ont fréquenté les universités de la sous-région. Il y avait des manuscrits arabes qui sont écrits jusqu'à présent, qui sont là, qui sont exploitables. Et malheureusement, parler de l'histoire du Sénégal en ignorant ces masses d'informations-là, je dis que c'est une histoire en tout cas. Justement, vous êtes enseignant-chercheur. Ce qu'on reproche à ceux qui ont écrit cette histoire générale du Sénégal, c'est justement de n'avoir pas cherché. Certains disent qu'ils auraient dû faire le déplacement, aller rencontrer les familles religieuses. Ils verraient peut-être qu'il y a des registres ou bien des documents qui racontent un peu l'histoire de ceux qui ont fondé les confréries, mais également l'histoire des chefs coutumiers du Sénégal. C'est que ceci aurait pu peut-être aider à taire ces polémiques. Effectivement, vous savez, les rédacteurs de l'histoire générale du Sénégal, ils ont péché sur beaucoup de questions. En fait, ils ont péché dans la constitution de la commission qui doit être chargée de la rédaction. Donc ils ont donné des directeurs d'ouvrage à des universitaires, que l'on connaît d'ailleurs, des gens qui sont respectés et respectables. On n'a vraiment aucun grief en tout cas à les reprocher. Mais en fait, dans le écarté une écrasante source en tout cas de l'histoire du Sénégal qui n'ont pas été intégrées. Je parle en tout cas des familles religieuses où on a des documents dans leur tarikh, des poèmes qui retracent leur histoire. Parce qu'ils écrivent. Ils ont beaucoup écrit en arabe. Donc on les a ignorés. En plus de cela, on a intégré dans ces commissions-là des gens qui ont une virginité en matière d'écriture. Ils n'ont jamais produit d'ouvrage, en tout cas, de référence en réalité. Donc en dehors de ça, il y a une légèreté extraordinaire dans l'ouvrage. On cite des événements approximativement en disant que cet événement-là a pu se produire soit en 1809, soit en 1810, soit en 1811. Et l'histoire n'est pas, je vais dire, une approximatologie. C'est une précision. On ne fait pas de l'apopréologie en réalité. Donc c'est une science qui doit être exacte en réalité. Un fait historique, et le sourcé, c'est à une date précise, dans une localité précise. On a cité des personnes sous deux noms différents en les comptabilisant comme deux personnes différentes. Que c'est la même. C'est une même personne. On a cité des références de Wikipédia en fait.
de Google. Et ça, c'est pas scientifique. Ça ôte toute scientificité à cet ouvrage-là. Comme disait l'autre, c'est une poubelle où on retrouve. Ah oui, il y a du tout. Il y a toutes choses et son contraire. Donc, il y a une légèreté. Je vais pas dire des erreurs, mais il y a eu de grandes bêtises qui ont été faites dans cette rédaction-là, surtout que il y a beaucoup de fautes d'orthographe et de grammaire dans cet ouvrage-là. Et surtout, on n'a pas fait une confrontation avec les concernés. Un bon historien, quand on finit une rédaction, déjà, on doit se faire relire. On doit faire une confrontation avec les familles concernées pour savoir la version écrite est-elle sans discussion en réalité. Tous ces travaux de méthodologie ont été ignorés dans la rédaction. Alors, au-delà du comité de rédaction, que reprochez-vous exactement à Iba Der Thiam pour vouloir l'envoyer? Parce qu'il n'est pas seul dans cette affaire. On parle souvent d'Iba Der, mais il n'est pas seul. Mais Iba Der est la personne qui incarne et qui dirige cette commission de rédaction-là. En fait, personnellement, je ne reproche absolument rien. Iba Der, c'est une personne qui a dirigé l'université des mutants. Ce nom-là vous dit quelque chose, là-bas à Gorée, créé par Senghor. Donc Iba Der est une personnalité émérite. Comment ça, Diallo a dirigé. Donc une personne émérite, un historien de qualité. On ne peut pas lui reprocher quelque chose, malgré que le travail de cette commission-là a été vraiment placé sous le sceau de la légèreté. Donc aujourd'hui, ce que je dis, c'est que Iba Der aujourd'hui, en recevant trop de foudre des populations, de toutes les collectivités de ce pays, des familles religieuses et même de la classe inconsciente de la nation, parce qu'il y a des non-conscientes, la population, en tout cas la masse, qui commence à jeter des fleurs à Iba Der. Et aujourd'hui, si on maintient Iba Der à la tête de cette commission-là, on risque de jeter l'enfant et l'eau du bain. Et le travail de la commission n'est pas nul. Il y a beaucoup de bonnes choses qui ont été faites. Il y a eu quelques cookies, il y a eu quelques erreurs, mais il faut changer de cap, réinitialiser la commission et surtout donner un sang neuf à cette commission-là. Et pour cela, il faut que Iba Der, il faut qu'il parte. Alors, au-delà de ceux qui sont dans cette commission, au-delà du professeur Iba Der Thiam et de toute cette polémique-là, est-ce qu'en toile de fond, il n'y a pas un problème entre les Sénégalais et leur propre histoire? Effectivement, c'est le problème majeur qu'il faut dénoter. Les Sénégalais, le Sénégal, en fait, chaque fois, je m'amuse à rappeler que le Sénégal est une construction coloniale. Le Sénégal n'existait pas. Il y avait des royaumes qui étaient ici au Sénégal. Il y avait le Jolof, il y avait le Kayor, il y avait le Baol, il y avait le Diender, il y avait le Bundu. Il y avait des royaumes qui étaient là. Voilà. Et ces royaumes-là ont été unifiés par une personne extérieure qu'on appelle le colon. C'est lui qui a unifié ces royaumes-là pour en faire une entité politique, une entité, je vais dire, géographique, une institution en réalité. Donc, je vais dire, cet assemblage-là, ou cette agrégation de royaumes-là, elle ne s'est pas réellement bien faite, parce que l'option du colon n'était pas une option pacifique ou de construction sociale. C'était pour la traite, c'était pour l'exploitation économique en réalité. Donc aujourd'hui, on a raté quelque chose de fondamental, c'est-à-dire la construction nationale, une nation. Aujourd'hui, on n'a pas une nation sénégalaise. On a une superposition de peuples. On a des ethnies qui sont là, qui cohabitent, et sous le sceau du masla, qui est une forme d'hypocrisie vraiment institutionnalisée et acceptée, nous disons des choses en catimini qu'on n'ose pas dire sur la place publique. Moi, j'ai été une fois chez des amis qui étaient poulard. Leur grand-père m'a dit que toi, tu es quoi? J'ai dit que bon, moi, je pense que je suis Wolof. Il me dit que Wolof, c'est un traître. Les Wolofs sont des traîtres. Il a dit à mon ami que méfie-toi de ces Wolofs. Les Wolofs sont des traîtres. Donc c'est une conception. Il a été franc avec moi. Il a dit tout haut des choses qui se disent tout bas entre Sérère, entre Wolof, entre Lébou. Il y a une supériorité un peu bizarre que les Wolofs ont par peuple, qui frise même un racisme qu'on est en train de décrier par rapport aux autres peuples. Entre les tarikhas, c'est encore beaucoup plus grave. On raconte des histoires graves par rapport à des guides religieux ici au Sénégal. Absolument. Entre Mboko talibé, entre guillemets, qu'on n'ose pas dire sur la place publique, entre Mourid Tidjan ou bien Laën, mais il y a des choses extraordinaires. En tout cas, ils ne peuvent pas parler réellement en public sans qu'il y ait des heurts. Donc aujourd'hui, ce qu'on appelle aujourd'hui la nation sénégalaise, elle ne tient que sur un fil très léger. Et c'est pour ça que ces ouvrages comme cela peuvent amener des polémiques qui peuvent virer même à un désordre ou un chaos social extraordinaire. Je dis toujours que quand on faisait la cartographie des crises et des conflits en Afrique, les gens avaient identifié des problèmes ou bien des sources en tout cas de conflits en Afrique. On a identifié dans certains pays des crises politiques, pour d'autres des crises ethniques. Le Sénégal se trouve, à mon humble avis, que le problème ethnique ne peut pas créer un chaos ou une guerre au Sénégal. Une maturité politique est déjà là. Je ne pense pas que politiquement on peut créer un chaos dans ce pays. Mais sur la dimension religieuse, en tout cas, nous sommes très fragiles. Sur la dimension religieuse, nous sommes très fragiles. Ce sont vos propos. Alors, comprenez-vous là, aujourd'hui, quand le président Macky Sall dit qu'il ne veut pas qu'on le mêle à ces histoires de tariqa et de religion? Il a entièrement raison. Il n'appartient à aucun tariqa.
Il n'appartient à aucun tariqa et il n'appartient même pas à notre religion, à nous, à l'islam. Je dis toujours qu'eux, ils appartiennent à une autre religion que les Sénégalais ne connaissent pas. Donc il doit se prononcer sur des questions qui sont beaucoup plus ponctuelles. Il doit se prononcer en l'occurrence sur la question du pétrole, la question de l'octroi des ressources, des contrats de manière occulte. On parle aujourd'hui du fer, on parle du pétrole, on parle du gaz, mais c'est des questions sur lesquelles on l'attend. Il doit parler de cette tension trésorerie que connaît le Sénégal depuis la sortie des élections. Donc aujourd'hui, le Sénégal est en crise. On fait des bons, on fait des emprunts injustifiés par effet Ponzi pour simplement payer des dettes. Donc il y a des questions beaucoup plus extraordinaires que le président Macky Sall doit éclairer les Sénégalais. Sur la question religieuse, effectivement, l'État sénégalais ne se mêle même pas aux religions. L'État sénégalais se proclame laïque. Quand vous dites qu'il n'appartient pas à notre religion, c'est l'État qui n'appartient pas à notre religion ou c'est le chef de l'État lui-même? Donc je dis que nos chefs d'État, et le président Macky Sall en fait partie, le président Macky Sall comme ses prédécesseurs, le président Abdou Diouf et tous ces présidents-là, ils appartiennent à une même religion et ils ne sont pas musulmans. Donc je le dis toujours, ils ne sont pas musulmans, ils appartiennent à une même religion. Donc la religion, c'est une religion que tout le monde connaît. Et pourtant, à chaque fois qu'il pose un acte, vous l'avez d'ailleurs répété ce matin lors de votre conférence de presse, qu'il défend plus les intérêts de la France. Vous dites même que l'islam est agressé dans ce pays et vous avez prononcé un mot qu'on n'a pas l'habitude d'entendre chez les Sénégalais, c'est l'islamophobie au Sénégal. Effectivement, depuis quelques années, nous commençons à être témoins de pratiques qui sont propres en tout cas à d'autres pays qui ont une histoire et une image assez négative de l'islam. Aujourd'hui, quand vous allez en France, il y a une image assez négative de l'islam. En France, c'est pas un problème quand la législation française interdit la polygamie. En tant que musulman qui est en France, je ne peux pas épouser 2 femmes. En France, les mosquées n'ont pas le droit d'avoir des minarets. Ils n'ont pas le droit de faire l'azan, de faire l'appel à la prière avec des micros. Parce que la France, elle n'est pas musulmane dans son histoire. Les racines de la France sont éminemment chrétiennes. On appelle même la France la fille aînée de l'Église en réalité. Pour dire qu'il y a une histoire extraordinaire entre la France et le christianisme. Aujourd'hui, si la France a des postures sous l'effet des francs-maçons de France, parce que ce sont des francs-maçons qui sont à l'origine de ces batailles contre les religions, je ne stigmatise pas le christianisme, c'est la franc-maçonnerie en réalité. Donc si ces francs-maçons-là ont réussi à museler l'Église, et aujourd'hui se sont lancés dans la bataille contre l'islam, qui est aujourd'hui le dernier combattant ou bien le dernier survivant, les batailles de la franc-maçonnerie face à l'islam en France ne doivent pas être les mêmes, on ne doit pas les importer en réalité. Donc quand ils ont un problème avec le voile, quand ils ont un problème avec la prière, tous ces problèmes-là doivent intéresser la France et non le Sénégal. Alors on a entendu récemment le ministre, le porte-parole du président de la République, Seydou Gueye, qui dit quelque part que en fait ce débat sur le voile par exemple, c'est pas un débat sénégalais, c'est un débat importé. Pourtant ça s'impose à notre société. On a même entendu une universitaire dire clairement que le voile n'est pas en fait lié à l'islam. Le voile n'est pas islamique, c'est une tradition arabe. Effectivement. Donc, je rejoins Seydou Gueye quand il dit que la question du voile est une question importée. Nous nous rappelons de ce qu'on appelle l'affaire du voile en France. Ça date de 1989. L'affaire du voile a été débattue en France durant 15 ans. De 1989 jusqu'en 2004, ça a débouché sur une loi contre le voile, pour interdire le voile. Cette loi-là a évolué pour le voile intégral en 2010 et il y a d'autres lois qui se sont succédées. Donc aujourd'hui, par un universitaire en tout cas de renom, dire que le voile n'est pas une institution islamique, c'est méconnaître réellement les fondements de l'islam et surtout le livre de l'islam. Parce que l'islam est codifié dans des textes. Les sources de l'islam sont connues, elles sont 4. Et les 2 plus importantes, c'est le Coran et la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans le Coran, il y a les versets qui traitent du voile. Il y a beaucoup de traditions rapportées par des chaînes authentiques qui traitent en tout cas de la question du voile. Donc quand il dit que le voile est juste arabe, j'ai juste envie de lui rappeler que le voile même est antérieur aux Arabes. Le voile était déjà présent en Mésopotamie. Donc avec le culte des hiérodoules, ce qu'on appelle les prostituées sacrées, et donc l'interdiction du voile pour des personnes qui n'étaient pas significatives dans la société mésopotamienne. Donc on rappelle bien que les femmes vertueuses, les femmes mariées et les femmes nobles portaient le voile. C'était un signe de reconnaissance de noblesse en Mésopotamie. Et ça, c'est bien antérieur au judaïsme, au christianisme et à l'islam. Donc c'est quelque chose qui est lié à l'humanité. L'islam s'est approprié de beaucoup de sujets aujourd'hui qui ont été faites par des sociétés antérieures. Je peux citer le jeûne, je peux citer le pèlerinage, qui ont été faites par des sociétés antérieures à l'islam, mais qui ont été institutionnalisées dans l'islam à travers des versets authentiques. Mais est-ce que ça suffit pour parler d'islamophobie, d'agression contre l'islam dans un pays quand même à 95% musulmans? En toute franchise, je ne pense pas qu'au Sénégal, les musulmans représentent réellement 95%.
Donc, parce que les musulmans sont en infériorité dans ce pays-là. Comment comprendre aujourd'hui qu'une école française comme l'IA mette dans son règlement intérieur qu'il est strictement interdit de prier dans son établissement? Et dans cette note-là ou dans ce règlement intérieur, cette école-là invoque une législation française en réalité. Elle invoque des lois françaises et des normes françaises sur un territoire sénégalais. Donc il faut qu'on nous édifie. Nous sommes un département d'outre-mer, la France, où nous avons des accords secrets qui nous lient avec la France. Pendant ce temps-là, où il y a des écoles aujourd'hui qui interdisent ici la prière, des institutions, des pharmacies, qui interdisent à leurs employés de prier au sein de leur localité, pendant que des écoles interdisent le voile pour des enfants musulmans. Je me plais à citer l'Australie, où un collège de baptistes a modifié son règlement intérieur pour accueillir une musulmane dans son établissement, pour permettre à une musulmane de se voiler dans un établissement où il n'y avait pas de musulmans avant cette personne-là. En Australie, il faut rappeler que depuis le recensement de 2011, les musulmans ne sont que 2% de la population. Je peux rappeler en Allemagne, avec le cas du jeune Younous qui a 16 ans, qui a attaqué son école pour pouvoir prier dans son établissement. Il a eu gain de cause. Le juge lui a donné raison pour lui permettre un aménagement d'un espace de prière dans son école. Donc en fait, au Canada, où le Parti québécois avait porté la question du voile avec ce qu'on appelle la charte des valeurs pour interdire le voile dans les espaces publics. Ce parti-là a perdu les élections et ce sont les libéraux qui sont arrivés au pouvoir en 2014. Donc dans ces pays-là où les musulmans c'est minoritaire, les républiques respectent les musulmans à telle enseigne qu'on permet à toute personne, à tout citoyen d'exprimer et de vivre sa foi sans gêner les autres. Le cas du Sénégal où il y a 95% de musulmans, où on est là à débattre si on peut faire voile, on me pose réellement problème. Alors, vous accusez souvent l'Occident, mais là, depuis tout à l'heure, vous avez cité quelques 2-3 exemples. Est-ce que ça suffit pour dire que c'est la France qui est derrière plusieurs décisions polémiques prises dans ce pays depuis quelque temps? Je prends le cas de l'institution Jeanne d'Arc. Donc, il faut rectifier d'abord par rapport à ceux qui essaient d'assimiler l'institution Jeanne d'Arc comme une institution confessionnelle. Ce qui est faux. C'est pas une école chrétienne en réalité. Donc, le collège de Gazobille qui forme des prêtres et des abbés est une école confessionnelle. Et à ma connaissance, je n'ai jamais vu de musulman amener son enfant à l'inscrire là-bas. On comprend que c'est pour des chrétiens. Le collège Maria Magnas, ici sur la Padoie, je n'ai jamais vu encore de chrétiennes vouloir amener son enfant pour qu'il apprenne le Coran. Donc, on connaît les écoles qui sont confessionnelles. Jeanne d'Arc, comme Sacré-Cœur et d'autres écoles, sont des écoles laïques où il y a un corps professoral ou une administration qui est chrétienne. Donc, à Jeanne d'Arc, si Jeanne d'Arc a signé un protocole avec l'AEFE, l'Agence de l'éducation française de l'étranger, donc pour pouvoir véhiculer et propager l'enseignement et les valeurs de la République française dans les territoires d'outre-mer. Donc, Jeanne d'Arc est bel et bien sous le dictat et sous le contrôle du ministère français de l'éducation nationale. Parce que l'agence de l'éducation française à l'étranger est sous la tutelle du ministère de l'éducation nationale française. Ça, il faut le dire. Et c'est le ministère de l'éducation nationale française qui conçoit des programmes pour l'ensemble des écoles qui sont sous sa tutelle. Moi, déjà, je m'offusque. C'est une question de souveraineté. Je m'offusque quand je vois qu'il n'y a qu'en Afrique où il y a des écoles chinoises, des écoles turques, des écoles arabes, des écoles françaises, des écoles américaines. En fait, nous ne sommes pas souverains. Un peuple sérieux ne doit pas laisser sa population suivre un programme ficelé, créé pour créer un type de citoyen qui est en harmonie avec ses valeurs, son histoire et ses traditions. Donc, un Sénégalais, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? On a des jeunes Sénégalais qui sont dans les écoles françaises de formation, de programmes français. Ces jeunes-là peuvent ultérieurement avoir des responsabilités dans ce pays parce que les Sénégalais. Et dans ces écoles-là, ils sont modelés à pouvoir accepter la laïcité française. Ils sont modelés à accepter l'homosexualité. Parce que le mariage pour tous a été intégré dans les programmes scolaires. La population française est d'accord qu'un homme et une femme, un homme et un homme peuvent se marier. Même dans l'enseignement de l'éducation sexuelle en France, ils ont même assimilé l'anus comme un organe génital, ce qui est fou. Donc pour dire qu'ils préparent un type de société, parce que la République est ainsi faite en France. La République utilise 2 canaux pour former ses citoyens. C'est l'école et l'armée. N'est-ce pas? Aujourd'hui, le Sénégal, c'est une question de souveraineté aujourd'hui de voir que des écoles françaises sont dans ce pays. Ils appliquent les lois françaises, ils interdisent des acquis qui sont consacrés dans notre constitution, parce que la constitution du Sénégal dit que le peuple sénégalais qui reste, je ne sais pas, entièrement attaché à ses valeurs culturelles qui font le ciment de son unité nationale. Dans les valeurs culturelles, il y a le culte et la culture. Le culte, c'est tout ce qui touche la religion. Ce pays-là, il est musulman et chrétien, n'en déplaise les francs-maçons qui agissent par état interposé sur les écoles de la place. Cheikh Oumar Diagne, ce qui m'a un peu étonné quand même en écoutant votre conférence de presse
de ce matin, c'est que quelque part, vous offusquez de l'accord qui a été trouvé entre le gouvernement du Sénégal à travers le ministère de l'Éducation nationale et la direction de l'institution Cheikh Anta Diop. Pourtant, quand il y a eu cette médiation réussie, on a applaudi pour dire que les filles vont pouvoir aller tranquillement à l'école. Est-ce que ce n'est pas le plus important? C'est qu'il y a à retenir que les filles puissent retourner à l'école. Donc, Moustapha, permettez-moi de dire que je trouve que cette médiation-là, déjà, c'est pas une médiation. L'État a courbé l'échine devant une institution et elle n'est absolument pas réussie pour 3 raisons. D'abord, primo, il y a un corpus juridique que l'établissement avait signé pour pouvoir exister au Sénégal. Il y a un décret 98-562 qui organise comment enseigner et comment respecter les lois et normes en vigueur que chaque établissement a signé. Donc un établissement qui se proclame dire que je ne respecte pas cet ordre-là, je ne respecte pas la loi d'orientation 91-22, je ne respecte pas les dispositions de la Constitution, je ne respecte pas le décret qui organise l'enseignement. Cette école laïque-là devait être sanctionnée. L'État n'avait pas à se soumettre à la volonté de cette école-là. Parce que pour vous, l'État s'est soumis parce que la lettre du ministre de l'Éducation nationale de mai 3 mai, elle était claire. Elle était claire. La posture aujourd'hui du ministère de l'Éducation nationale est différente des principes qui ont été soulevés dans cette lettre-là. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Les Sénégalais doivent s'interroger sur cette question-là. Secondo, l'école aujourd'hui dit que c'est à elle de fixer et non pas un voile, mais un foulard. Qu'elle va décider avec des tailles et des proportions. Je dis que ce n'est pas une école de régler des problèmes qui ont été déjà vraiment dans l'islam. Troisième élément, c'est un représentant du Vatican qui est intervenu pour faire plier la volonté des sœurs qui sont en charge de cette école-là. Et c'est éminemment grave. Donc un prêtre, et l'article même a été pondu par des personnes étrangères qui disent que le Vatican est intervenu au Sénégal pour régler la crise du voile. Et ça, c'est extraordinaire. Donc un problème qui touche l'éducation nationale, on a des textes et normes en vigueur, et qu'une puissance étrangère, le Vatican ou l'imam ratib de la Mecque ou le recteur d'Al-Azhar, c'est la même chose. Mais des forces étrangères qui ne sont pas au Sénégal ne doivent pas s'immiscer dans la gestion et la prise de décision au niveau interne. Donc cette chose-là, c'est un début de quelque chose de très grave qui va se passer au Sénégal. On a commencé par le voile. Oui, la question du voile, ça ne date pas d'aujourd'hui. Parce Depuis que 3 à 4 ans, il y a la question du voile. Pour vous, le voile à Sainte-Jeanne d'Arc, l'affaire pharmacie Guigon et l'autre école, IA, pour vous, ce n'est pas des faits isolés? Ils ne sont pas du tout isolés. Moi, je trouve qu'ils ne sont pas isolés. Il y a une volonté manifeste aujourd'hui de broyer l'islam dans ses fondements. Nous, aujourd'hui, qui sommes sur le terrain, je connais des femmes aujourd'hui qui n'ont pas été prises dans des entreprises juste parce qu'elles se voilaient. Donc le problème du voile est un problème sérieux. Aujourd'hui, Sainte-Jeanne d'Arc a eu l'audace de la poser publiquement, mais des entreprises et des structures commerciales sont là et disent qu'elles ne veulent pas de voiler dans le front office ni dans les entreprises. Ça, c'est un problème. Des entreprises sont là avec des dress codes qui dérangent la foi des gens parce qu'il y a des couleurs qu'ils exigent et il y a des tenues qui violent même la foi des personnes. Je vois des femmes qui sont revenues de la Mecque à qui leurs entreprises, des banques en l'occurrence ici dans ce pays-là, ont interdit de mettre des cols, de se couvrir la tête parce que le dress code exigeait que ça ne se passe pas comme ça. Donc aujourd'hui, ça c'est un problème grave dans un pays où on dit que nous sommes musulmans. Docteur Cheikh Oumar Diagne, enseignant, chercheur, il est l'invité de l'édition du soir. L'actualité à Hassan, c'est également cette opération de la DSCOS qui est allée démolir des maisons aux Almadies, parmi lesquelles celle de l'avocat Maître Moussa Bocar Thiam. Et ce qui étonne, c'est que l'avocat accuse lui-même son allié, comme l'a écrit le journal, le site walfnet.com, son allié Macky Sall. Et c'est ce dont nous allons parler dans la rubrique Vue du Net. Vue du Net comme tous les soirs avec Hassan Gueye. Moustapha Diop, vous l'avez évoqué tantôt, Moussa Bocar Thiam, l'avocat a vu sa maison démolie par la DSCOS. C'était ce matin et il a été joint par nos confrères puisqu'il est en France en ce moment-là. Il dit qu'il a acquis la parcelle légalement, mais il accuse l'ancien président, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta et Mamadou Mamour Diallo d'être derrière cette démolition. Une mascarade, c'est comme ça qu'il l'a dit. Ils veulent confisquer un bien acquis légalement par un
citoyen sénégalais, digne citoyen sénégalais, pour le confier frauduleusement à un étranger. Et ce sont les propos de Moussa Bocar Thiam. Pour rappel, Moussa Bocar Thiam occupe cette parcelle, même si lui, personnellement, ne vit pas là. Il y a une autre famille, une famille Thiam, c'est comme ça que l'ont appelé nos confrères, qui vit sur cet espace. En tout cas, donc, il avait introduit un dossier pour régulariser le terrain. Jusqu'à présent, ce n'est pas encore fait. Il y a en cours. Et il y a une autre personne qui voudrait mettre la main sur ces terres-là. Alors, quand on veut légaliser un bail, quand on l'a occupé, on est prioritaire. On a la priorité. On a la priorité. Donc, pour le moment, en tout cas, depuis jusqu'à ce matin-là, Moussa Bocar Thiam était avait la priorité. Alors, aujourd'hui, donc, il dit qu'ils ont démoli pour lui ôter cette priorité et donner donc, la priorité à Ibeka, le président malien. Ce qui a étonné donc ce qui étonne également, Hassan, avant d'en venir aux commentaires des internautes, c'est que dans cette affaire-là, Maître Moussa Bocar Thiam accuse Mamadou Mamour Diallo, l'ancien directeur national des domaines. Lui-même avait été accusé par Ousmane Sonko. On a vu ce que ça a donné. On se rappelle des sorties de Maître Moussa Bocar Thiam. Tout ceci, cher Omar Diagne, prouve peut-être qu'il y a un sérieux problème du foncier à Dakar et au Sénégal en général. Effectivement, Moussafa, je dis que la question foncière fait partie des uniques échecs du colon ici au Sénégal. Parce que même au départ du colon en 1960, il y avait moins de 2% des terres qui ont été immatriculées. En fait, l'ensemble presque des terres était dans le domaine national. Le colon avait trouvé que c'était une bombe qu'il n'a pas pu gérer. Il l'a laissé avec des permis d'occuper des bails. Il l'a laissé là-bas au régime socialiste qui en a hérité et qu'il n'a toujours pas traité. Aujourd'hui, la question foncière est au centre des préoccupations parce que c'est au centre même de l'exode rural en réalité. L'exode rural, le manque de financement des paysans par rapport à des terres qui ne les appartiennent pas. Et tout cela sont les problèmes aujourd'hui économiques qui ont des incidences éminemment graves. On avait créé même une commission dirigée, je crois, par Doudou Ndoye ou le professeur Moustapha Sourang pour régler cette question-là, mais on a l'impression que ça n'a pas... Effectivement, non, c'est une commission qui a été créée, et elle a été claire, elle a été créée pour caser des personnes qui ont été des alliés ou qui ont travaillé avec le président. Le président a cherché à caser ses amis. Venons-en maintenant aux commentaires des internautes Hassan. Le premier, il commente sous couvert de l'anonymat, Moustapha, et il écrit « En tout cas, c'est sa version, mais en général, on ne démolit pas une maison sans preuve. Donc, wait and see, attendons de voir la réaction des autorités. » Un autre commentaire anonyme, c'est terrible, mais est-ce qu'il a une autorisation de construire? Je ne la vois pas dans les documents qu'il a, parce qu'il a publié les documents sur les sites internet. Mamadou Mamour Diallo nous fatigue, on ne parle jamais d'histoire de terrain sans citer son nom au Sénégal, dit un autre internaute. Celui-ci dit que je ne comprends pas pourquoi Descos est utilisé dans ce conflit. En fait, tout ceci est fait à dessein. On détruit le bâtiment pour que l'occupant ne puisse dire qu'il occupe le terrain et faire prévaloir ses droits pour l'attribution de la parcelle. La vérité, c'est que Maître Moussa Bocar Thiam avait un dossier dans le circuit pour régulariser l'attribution du terrain. Comme il était occupant, il avait la priorité pour l'attribution de la parcelle et pour lui enlever ce droit, on fait appel à la Descos pour démolir. Je trouve que ce n'est pas élégant. En général, les domaines n'interviennent pas de manière aussi cavalière, à moins que le statut du président Ibeka le justifie. Galsen, c'est comme ça qu'il se surnomme. Il écrit que personne n'est à l'abri avec ses dirigeants corrompus ou à jubilier Macky Sall, fais ce que tu veux, ils ont voté pour toi, conclut-il. Notre internaute qui commente en commençant par décrire, en écrivant lui, en parlant de Moussa Bocar Thiam, qui traitait Ousmane Sonko de menteur, il vient d'être victime de Mamadou Mamour Diallo. Il n'est pas le seul. D'autres familles ont déjà déposé des plaintes contre cette personne. Grand merci à vous, Hassan Gueye, pour cette chronique vue du net qui revient, comme tous les soirs, sur les faits saillants de l'actualité traitée par les sites internet et très commentée sur les réseaux sociaux. La dernière étape de cette édition du soir, c'est la revue de la presse en ligne d'ici et d'ailleurs, et c'est avec Safiatou Cissé.
Bonsoir. Quand j'étais étudiant à Paris, j'avais des amis tunisiens. Quand on discutait, ils avaient souvent le réflexe d'aller fermer la fenêtre, tellement la dictature de Ben Ali avait convaincu les Tunisiens qu'elle les suivait et les espionnait partout, confie Yorodia dans son texte intitulé « Le Sénégal, la Tunisie et les inquisiteurs ». Dans son papier, le journaliste politologue soutient que la dictature n'est rien d'autre qu'une démocratisation de la peur. Aujourd'hui, la Tunisie, qui a été pétrifiée et tétanisée par la peur pendant des décennies, sauve le nord du monde arabe en montrant que la démocratie est soluble dans le monde arabe, contrairement à ce que nous veulent faire croire les thèses culturalistes. En République démocratique du Congo, les forces armées ont annoncé qu'elles avaient neutralisé définitivement cette nuit le principal chef militaire des miliciens Houthis, des forces démocratiques de libération du Rwanda. En tout cas, c'est ce qu'a appris RFIAfrique.com. Le site nous amène également au Zimbabwe où médecins et infirmiers continuent de manifester après la disparition d'un de leurs collègues, le docteur Peter Magombeye, président du syndicat des médecins hospitaliers depuis le 14 septembre dernier. Son organisation accuse la sécurité d'État de l'avoir kidnappé après qu'il a dénoncé le délabrement du secteur de la santé. En Algérie, face à la détermination populaire, le pouvoir répond par la répression policière et judiciaire qui va crescendo depuis quelques jours vu le nombre de plus en plus important de personnes arrêtées lors des marches, mais aussi le durcissement des chefs d'inculpation retenus contre elles. Hier, le militant politique Samir Belarbi a été placé sous mandat de dépôt pour atteinte à l'intégrité territoriale et à l'intérêt national. Les mêmes griefs pour lesquels 24 citoyens ont été arrêtés vendredi dernier et mis en détention à Alger. Devant la cour d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale de Paris, le Gabon a remporté la bataille qui l'opposait à l'entreprise espagnole Eurofinsa le 13 septembre, nous renseigne Jeune Afrique. Et nous bouclons avec Sénéweb qui, dans une vidéo, nous montre pourquoi et comment la foudre ôte la vie aux gens. Grand merci à vous, Safiatou Cissé. Votre revue de la presse en ligne met un terme à cette édition du soir que j'ai eu le plaisir de vous présenter en compagnie d'Hassane Gueye. Merci Hassane. Merci Moustapha. Merci également à Dr Cheikh Oumar Diagne qui était l'invité de cette édition du soir. Merci beaucoup. Grand, mesdames et messieurs, merci de rester fidèles à Walf. Le programme se poursuit. Dans quelques instants, vous aurez votre émission Célébéon avec Kao Diop Diagne et retrouvez cette émission sur l'application Walf Fadjri, l'officiel. Merci et bien à vous.